Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre station Groove Station Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios M. Vassiv Aliev. Comme vous savez, le 20 septembre, nous avons rendez-vous à l'histoire. Vous aurez de la chance de voter pour plusieurs partis, soit le Bloc, le Parti libéral, conservateur, ou le Parti populaire du Canada, et bien sûr, le NPD. Nous prenons une petite pause et nous revenons dans quelques secondes. À tous les électeurs, candidats et partis politiques, restez connectés sur Groove Station Canada pour toutes les dernières informations sur les élections municipales du 7 novembre et les élections fédérales du 20 septembre. N'oubliez pas, votre bulletin de vote, c'est votre droit de parole. Débat, opinion, toute l'actualité sur Groove Station Canada. Groove Station Canada TV, le chemin de l'information. C'est avec plaisir que nous avons dans nos studios M. Aliev. M. Aliev, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Vous pouvez me tutoyer? Parfait. L'invitation est pareille. Là. Ok, c'est parfait. Et comme vous savez, le 20 septembre, nous avons rendez-vous à l'histoire. C'est les élections fédérales. Absolument. Et vous êtes candidat pour le parti NPD au comté Vimy, n'est-ce pas? C'est exact. C'est la deuxième fois que je me présente ici, dans le comté de Vimy à Laval. Pour ceux qui, des fois, se trompent dans le nom, c'est Vimy. C'est un nouveau comté, plus ou moins, qui a été créé. Je vous dirais, les délimitations sont entre l'autoroute... c'est Curie-Labelle, la 19 puis la 440. Okay. C'est environ ce quadrilatère-là, ce que j'aime appeler la bédaine de Laval. Là. C'est vraiment c'est la bédaine de Laval. Justement, on se disait que Vimy, c'était un nom qu'on a l'habitude d'entendre Chaumédé, on a l'habitude d'entendre Saint-Dorothée, mais Vimy, on a l'impression que c'est inconnu pour les citoyens. Oui, c'est ça. Les noms, des fois, les nomenclatures pour les comtés électoraux, c'est sûr que c'est pas choisi toujours en raison de où est-ce que tu es. Le but, pourquoi ça s'appelle Vimy, ça a été créé pendant les commémorations de la bataille de Vimy, les centièmes, juste un peu après. Alors, c'est pour ça que ça se nomme Vimy. Et peut-être petit fait coquin de même, le comté de Vimy inclut le 4e bataillon du Royal 22e Régiment, que j'étais membre. C'est une unité de réserve des Forces armées canadiennes qui est attachée au Royal 22e Régiment de Québec. Oh, vraiment intéressant. Justement, juste avant de parler de la date du 20 septembre, pour nos citoyens qui nous écoutent présentement, est-ce que c'est possible de faire une petite présentation de Vassiv Aliev? On sait que, oui, c'est vrai que vous êtes candidat, mais avant d'être candidat, vous avez une vie, vous avez des passions. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de Aliev? Oui, absolument. C'est sûr que moi, j'ai fini mon secondaire ici même à Laval. Pour ceux qui connaissent, là, Saint-Maxime, c'est je pense, l'école secondaire du quartier ici. Fait que je peux pas être plus proche du quartier. J'ai gradué de l'école secondaire ici. Je me suis enrôlé en tant que membre des Forces armées canadiennes, comme j'avais dit, au 4e bataillon du Royal 22e Régiment, ici même à Laval, dans le comté de Vimy, qui n'existait pas dans le temps, mais c'est un nouveau comté qui a été créé depuis. Depuis ce temps-là, j'ai quand même bougé à travers les Forces armées canadiennes, etc., etc. J'ai fait mon bac en sciences politiques. Présentement, je suis inscrit au 2e cycle en administration publique et politique publique à l'École nationale d'administration publique du Québec. Oh, intéressant. Mais d'où vient la passion, d'où vient cet amour pour la politique? Vous avez décidé de choisir le parti NPD en plus. Premièrement, la passion de la politique, je ne saurais pas comment le dire. C'est un peu comme on se réveille quand on est jeune, puis on aime la musique ou on découvre un talent en or, on découvre ci. C'est pas quelque chose qu'on peut toujours décrire qu'une passion qui est venue. C'est quelque chose qui a toujours été en dedans de moi. Et
Donc, d'où le fait que j'étais très intéressé en politique, etc. Et pourquoi le NPD? Ben, tout simplement parce que c'est une cumulation naturelle de ses croyances et, je dirais, croyances et de ses valeurs. Ok. Parce que c'est un parti, c'est un parti de gauche, c'est un parti un peu plus programme social, etc., etc. Alors, à moins que vous soyez un richissime milliardaire ou, comme dirait dans le langage populaire, un gosse de riche, je pense que le NPD, c'est le seul parti qui ne prêche pas à ces groupes-là, contrairement au Parti libéral et au Parti conservateur surtout. Et même le Bloc, à certains niveaux, là, c'est des partis de gosses de riches. On va pouvoir parler de la programmation du NPD, mais juste avant, on sait que on a passé une année avec une pandémie. Comment vous avez vécu cette pandémie et une élection en pleine pandémie? Est-ce que vous attendiez à cette élection? Premièrement, comment je l'ai vécu, c'est sûr que c'était pas quelque chose qui était plaisant. Au début, c'était intéressant. C'était intéressant de se faire dire reste à la maison, Ouais. sors pas. En tant qu'employé de la fonction publique, c'est sûr que moi je restais à la maison. Puis Le télétravail? oui, moi j'étais membre des Forces armées canadiennes et pour ceux qui le savent, je faisais partie de l'opération Laser, qui était justement l'aide dans les CHSLD, un sujet sur lequel on va sûrement retoucher tout à l'heure. J'étais en arrière-plan. C'est sûr que moi, personnellement, j'avais pas été dans un CHSLD, ce coup-là. C'est le même que je l'ai vécu. C'est sûr que c'est pas facile. Puis moi, je le trouvais que si pour moi, c'était pas facile, je voulais même pas imaginer pour certains qui n'avaient pas justement d'emploi ou d'un salaire fixe, etc. Alors, en comparaison, des fois, je me disais que j'étais pas si pire que ça. Mais c'est sûr, le côté mental, le côté isolement, le côté de ne pas pouvoir sortir pour quelqu'un comme moi qui se considère un foodie, Ouais. quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui aime ça aller prendre une bière avec ses chums, etc. Fait que ça, c'était quand même aussi difficile, mais c'est aussi de l'autre côté voir qu'un an et demi plus tard, on est encore dans ça. On est encore pas capable de gérer un virus parce que c'est une des choses les plus difficiles à gérer parce qu'on ne le voit pas. C'est comprenable, mais en même temps, c'est un peu un constat sombre qu'on fait de réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui font l'effort nécessaire, mais qu'on se fait ralentir beaucoup par une petite fraction de la population qui ne fait pas les efforts nécessaires. Et c'est un peu déprimant voir que c'est le petit montant qui nous manque pour poursuivre notre vie normale, si je pourrais dire ça. Le 20 septembre, on a rendez-vous. Et est-ce que vous attendiez à cette élection du 20 septembre? C'est sûr qu'on s'en doutait. Si ce n'était pas de la pandémie, bien sûr, j'aurais pas été étonné, mais c'est sûr qu'avec la pandémie, ça m'étonne énormément. C'est pas quelque chose que les gens voulaient. C'est pas quelque chose que le gouvernement avait nécessairement besoin de faire. C'est purement une tentative de grab un pouvoir, là, d'aller chercher un peu plus de pouvoir, mais je pense qu'ils sont en train de réaliser que c'est pas ce qu'ils souhaitaient, justement parce que les gens en voulaient pas. C'est une pandémie, personne ne s'attend à ça. En plus, ils déclenchent des élections dans une pandémie, pendant une canicule, pendant la rentrée scolaire, dans un moment un peu instable, fait que je pense pas que la tête était là. Est-ce que vous pensez que c'est facile à gérer un pays ou un gouvernement avec un gouvernement minoritaire avec cette crise de pandémie? On entend cette élection-là, c'est pour aller chercher une majorité pour pouvoir prendre les décisions plus rapides. C'est ce qu'on entend souvent par les libéraux. Est-ce que vous pensez que, de votre cas, si vous étiez au pouvoir, vous auriez préféré un gouvernement minoritaire ou majoritaire? C'est sûr que personne va dire ah oui, je veux un gouvernement minoritaire pour moi-même. C'est sûr, c'est absolument
inconcevable que quelqu'un dise ça, mais en même temps, on était devant un fait accompli, t'as un gouvernement minoritaire, t'as une pandémie, et c'est pas comme si il se faisait mettre des bâtons dans les roues, le Parti libéral, là. Vous savez, le budget avait passé, les projets de loi avaient passé, et encore tant mieux pour la population parce que le NPD, justement, qui était la balance du pouvoir, ben c'est un peu à cause du NPD qu'il y a beaucoup de programmes sociaux ou d'aides sociales qui ont pu passer avec un parti minoritaire libéral. Parce que s'ils étaient majoritaires, moi, j'ai un doute qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas fait. Oui, c'est pas facile à gérer en tant que gouvernement minoritaire, mais ce que les 2 dernières années nous disent, puis surtout la dernière année et demie, c'est que c'était pas nécessaire, un gouvernement majoritaire libéral en ce moment. C'est pas une nécessité. La gestion était là. On vous accuse souvent d'être le parti qui supporte souvent les libéraux par rapport à des projets. Vous dites quoi? Ben c'est sûr que on les supporte dans certains projets de loi, surtout quand ils adoptent ils adoptent nos idées. Les projets qui vous Oh oui, c'est ça. Quand un parti va voler les idées de l'autre parti, puis il y a besoin de ce parti-là pour les faire adopter, on serait un peu fou de dire non là-dedans. J'ai beau pour dire toujours que le Parti libéral se fait élire sur une plateforme du NPD et après ça, gère avec une plateforme conservatrice. Mais là, en tant que minoritaire, ils n'avaient pas le choix de, vous savez, utiliser les idées du NPD. C'est sûr que ça se fait pas à un claquement de doigts. Il y a des négociations qui se font, il y a des comités, etc., où est-ce que le NPD avait quand même son poids à dire, son mot à dire et son poids. Alors, de ce côté-là, c'est sûr que s'ils adoptent nos idées, on va les... Pour continuer sur le terme, et pour en conclure, vous savez, que ce soit le Parti libéral, conservateur, qui est au pouvoir, ou le NPD, mais là, on parle du NPD qui supporte le Parti libéral dans certains projets de loi. C'est sûr, vous savez, même une horloge brisée a raison 2 fois par jour. Alors, tôt ou tard, les libéraux vont faire un move que le NPD va supporter. Et on les a supportés dans certains projets, bien sûr. Pendant des années, on voit que le NPD est le parti, on peut dire, en 3e position au Canada. Et d'après vous, qu'est-ce que vous manque? Et malgré on voit que des fois les conservateurs sont en baisse, mais vous êtes toujours au 3e. Qu'est-ce qui vous manque pour être on peut dire, le 2e parti du Canada pour faire face aux libéraux? C'est pas qu'est-ce qui nous manque. Les recettes sont toutes là. J'ai pas pour dire, j'avais un ami à l'université qui disait souvent, il disait tout le monde au Canada va voter NPD, ils attendent juste que quelqu'un d'autre vote NPD. C'était une façon d'illustrer, c'est parce qu'au Canada, on fait toujours juste le switch entre les libéraux, les conservateurs, les libéraux, les conservateurs, les libéraux, les conservateurs, en pensant qu'on va régler un problème. C'est un peu comme Einstein le disait, là, faire la même chose toujours puis s'attendre à des résultats différents, c'est peut-être ça la signification d'être fou, là. Fait que je dirais pas qu'il manque quelque chose, je dirais plutôt que c'est un manque. C'est une bonne question quand même. Ouais. C'est une bonne question parce que je ne suis pas dans la tête des gens. Les gens adoptent notre plateforme, les gens nous supportent, etc. Pourquoi on est en 3e position? J'ai déjà entendu des citoyens qui ont dit, mais voter NPD, c'est comme voter les libéraux. Ça m'étonne, j'ai rarement entendu ça, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que souvent, en temps d'élection, les libéraux prêchent une plateforme NPD. C'est souvent des idées d'il y a 5 ans du NPD ou etc. Ils ouvrent les livres, ils regardent, ça c'est une bonne idée, ils volent l'idée, mais à un moment donné au pouvoir, ils font le contraire. Et je pense que pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est à quelque part, le NPD ne va pas mâcher les mots. On dit aux gens que oui, on va taxer les plus riches, oui, on va le faire.
On va pas dire des beaux mots. Ah non, un peu comme les conservateurs le font. On va balancer le budget, mais on coupe rien, on fait rien. Comment tu fais ça? Alors, je pense que les gens sont un peu craintifs peut-être des fois. Et ça vient d'une base de... Il faut mieux l'expliquer, je pense. C'est peut-être là la nuance d'explication de quand on dit, par exemple, on veut taxer les riches, c'est souvent ça le gros thème qui revient. Quelqu'un qui fait 200 000 par année n'est pas considéré riche dans notre société aujourd'hui. Peut-être dans l'imaginaire, mais en réalité, dans la pratique, non. Quand on parle des riches, on parle du monde qui font 20, 30 millions et plus. Là. Quand on parle du coût de la vie, présentement on est à Laval, on voit il y a un manque de logements sociaux, les maisons, les appartements de plus en plus sont plus chers, c'est pas accessible. Justement, si on parle de votre programme, soit en logements sociaux, soit en santé mentale, est-ce que c'est possible de nous donner quelques lignes de votre programme des NPD? Oui, moi je dis toujours que vous pouvez me traiter de fou, ou nous traiter de fou, mais pour nous, une maison, c'est pour habiter dedans. C'est pas pour faire de l'argent à tout prix pour des hedge funds, etc. Là. Une maison, le but principal, c'est pouvoir se loger. C'est un besoin naturel. C'est un besoin primaire. Alors là, indirectement, en disant ça, il faut s'attaquer, c'est sûr, au blanchiment d'argent qui se fait dans le real estate canadien, qui est fait de l'étranger. Beaucoup de gens viennent placer leur argent d'une façon sécuritaire et sans avoir des taxes. Là-dessus, sans payer d'impôts. Puis là, ça laisse des appartements vides, ça laisse des unités vides, ça laisse des maisons vides, parce qu'ils le voient comme un investissement. Mais comme je l'ai dit tantôt, une maison, c'est primairement un besoin naturel. C'est un besoin primaire, pas juste naturel, c'est primaire là, comme besoin, il faut se loger. Alors là, est-ce qu'il y a des appartements, est-ce qu'il y a des unités disponibles pour tout le monde? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut en construire d'autres? Oui, mais il y a beaucoup d'unités inoccupées qui sont là simplement comme outil d'investissement. Alors ça, c'est la première étape. Il faut ou les taxer ou tout simplement empêcher l'investissement étranger pour simple but de parquer du cash au Canada, comme qu'on dirait, pour après ça. Puis surtout que quand on commence à fouiller puis on apprend d'où vient cet argent-là, c'est peut-être pas toujours de l'argent qu'on serait content de recevoir. Fait que ça, c'est primairement, tu vas chercher un fonds là-dedans. Tu dis, OK, tu veux investir au Canada, parfait. Bien, on va t'imposer quelque chose qu'on n'impose pas aux Canadiens parce que, il faut que les Canadiens soient là. Avec ces montants-là, on peut aller construire des logements abordables, des logements tout court, juste pour augmenter l'offre du marché. Et c'est sûr que c'est pas le fédéral tout seul qui peut régler ça. Il faut négocier avec les provinces. Il faut négocier avec les provinces qui vont négocier avec les villes, etc., comme Montréal, Laval, etc. Puis il y a des terrains fédéraux qui sont disponibles, sur lesquels on peut construire, qui seraient absolument moins chers parce qu'ils appartiennent déjà au fédéral. Alors, il y a des idées là-dedans. Êtes-vous satisfait de la gestion de la pandémie de notre premier ministre, M. François Legault? La gestion de la pandémie, c'est sûr que des fois, on regarde puis on dit « Ah, c'est pas si pire, etc., etc. » Ils se pètent les bretelles à la télé. Je ne suis pas là pour commenter sur la politique provinciale, mais une province comme l'Ontario qui a une population plus élevée que le Québec, mais qui a eu moins de décès, je me pose la question des fois. Et au début de l'émission, on a parlé un peu des CHSLD. Et malheureusement, vous n'avez pas eu cette chance-là de travailler directement, mais vous avez vos collègues, vous avez eu un lien. Et c'est quoi votre opinion par rapport à tous ces désastres dans ces CHSLD? C'est un sujet quand même assez lourd, là. C'est quoi mon opinion sur ça? J'ai pas opinion directe
ça serait plus mes sentiments parce que c'est quelque chose qui était extrêmement triste. J'ai des collègues, juste vous mentionner, il y a des membres des forces canadiennes qui ont eu des chocs post-traumatiques après avoir travaillé dans les CHSLD durant la pandémie, au Québec, je parle, qui sont arrivés là et il y avait des aînés qui étaient laissés à eux-mêmes, souillés, pas lavés, morts dans certains cas. Et vous savez, vous êtes un jeune de 18, 19, 20 ans qui est arrivé dans une situation de même. Vous pensez à vos propres grands-parents. Alors, j'imagine même pas le quotidien des infirmières, des infirmiers, des médecins, des préposés aux bénéficiaires, etc. Et je comprends que c'est sous la charge provinciale, mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui doit être fait. Un travail en collaboration. Oui, absolument. Il doit y avoir une collaboration. Là. Monsieur Yves-François Blanchet l'a dit. Ah, mais vous savez, c'est une tâche du provincial et le fédéral ne devrait rien avoir à dire là-dessus. Excusez-moi, mais un virus ou juste une maladie tout court ou la maltraitance, ça n'a pas de frontières. Là. C'est national, c'est mondial. C'est national, c'est mondial. Et s'il y a des bonnes idées au Québec, ben tant mieux. Ils devraient être contents qu'on prenne les idées du Québec et qu'on essaye de les introduire dans le reste du Canada. C'était une très bonne idée. Et vice-versa, vous savez, rien n'est parfait. Alors, si on peut aller accumuler, alors l'isolement nationaliste de M. Yves-François Blanchet, ben c'est au Québec, puis vous pouvez absolument pas rien dire, puis c'est le meilleur système. Non, excusez-moi, là. C'est sûr que le fédéral doit gérer les frontières, etc., mais il y a les frontières interprovinciales, etc., où est-ce qu'il y a un virus s'en fout. Il y a son mot, à dire, puis il s'en fout que vous soyez québécois, francophone, que vous soyez autochtone, que vous soyez torontois, là, il s'en fout. Vous êtes membre de l'armée canadienne. On voit ces derniers temps, il y a une montée de violence, soit à Montréal, à Laval. Et on sait qu'il faut investir dans notre jeunesse. Et la jeunesse, c'est la base. Mais on parle beaucoup de légalisation des armes de poing. Ouais. Et c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Comment on peut contrer cette violence qui est en train de monter du côté de Laval et Montréal? C'est encore là un sujet à plusieurs facettes. Vous m'avez demandé c'est quoi mon opinion sur les armes. Moi, personnellement, puis je parle au nom de M. Aliyev, personnellement, vous savez, je suis très bon tireur. J'ai une formation. J'ai une formation quand même assez avancée. J'ai mon permis de chasse, etc. J'ai pas d'arme à feu personnellement à moi, mais oui, je vais dans des clubs de tir de temps en temps, je loue. Et c'est un sport comme un autre, comme le tir à l'arc, etc., ou le basketball ou le football. Ils ont tous un certain danger à eux. Mais c'est ça la problématique. Les armes, c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité. Moi, j'aime ça personnellement, aller tirer de temps en temps ou chasser, etc. Mais c'est pas une nécessité. Si votre personnalité ou vos besoins sont basés autour d'une arme de poing, excusez-moi, mais il est où la nécessité absolue là-dedans? C'est pas un outil comme une drill ou un marteau qu'on a besoin quasiment tous les jours. Là. C'est purement un outil de plaisir pour beaucoup, comme moi, qui aiment ça aller dans un club de tir. Mais à part ça, j'en vois pas d'utilité. À part que vous soyez un membre des Forces armées canadiennes ou un membre de la police. Fait qu'il y a un travail à faire parce qu'on trouve que beaucoup de jeunes, ils ont accès facile à ces outils. Malheureusement, qui gâchent beaucoup de familles. Et si vous êtes élu le 20 septembre, comment vous comptez investir à votre jeunesse et bien sûr pour contrer toute cette violence? C'est une très bonne question. Et je pense qu'un problème comme ça, oui, il faut l'attaquer de face, mais je pense l'approche la plus utile et la meilleure. Un problème comme ça, oui, il faut l'attaquer de face, mais je pense l'approche la plus utile et la meilleure,
c'est une approche un peu de côté, si je peux me permettre comme ça. Faut se poser la question, pourquoi les jeunes font ça? Pourquoi est-ce qu'il y a 2-3 jeunes qui se décident que moi, je vais être dans un gang de rue, je vais devenir un motard, etc., etc. Bien, souvent, c'est une question d'appartenance. C'est une question de vouloir appartenir à un groupe, vouloir se sentir sécurisé dans ça, d'où proviennent après ça toutes les autres problématiques. Alors, est-ce que ces jeunes-là, on peut avoir des programmes pour les faire sentir comme ils font partie de la société et qu'ils n'ont pas besoin de participer dans un groupe criminalisé pour se faire un peu d'argent de poche? En ce moment, il y a des emplois, etc. Fait que ça, ils peuvent aller chercher, mais il faut leur démontrer que c'est disponible, puis pas juste ça. Si on fait juste dire aux jeunes tu seras rien si tu vas pas à l'université puis tu deviens pas médecin. Alors c'est ça, un jeune qui se dit si je suis rien dans cette société-là, ben à qui je vais appartenir? Et c'est là que on voit qu'ils vont joindre un ami, 2 amis qui sont regarde ici, ils nous acceptent, ils nous voient comme un élan. Ils se trouvent une famille, ils se trouvent une appartenance et ils se trouvent un talent. Mais la plupart des gens dans un gang de rue, dans des groupes criminalisés, ils ont des talents qui peuvent être utilisés à bon escient. Il faut juste les diriger et leur montrer ce chemin-là. Aujourd'hui, là, tu sors de l'université avec un bac dépendant, mais tu ne fais pas un si gros salaire que ça, mais tu vas étudier un DEP en frigoriste, par exemple, tu peux te ramasser à faire un salaire de 120 000 par année, mais ce n'est pas des options qu'on dit aux jeunes souvent. Et c'est là qu'on dit l'éducation, ça ne doit pas coûter cher. Il faut juste diriger les gens à la bonne place. Et c'est là la santé mentale. C'est là la santé mentale. Quand tu dis « je ne me sens pas comme j'appartiens à personne et que je me sens exclu de la société », puis que tu aimerais ça en parler, mais tu arrives dans ton école, puis il n'y a pas de travail social, tu vas avoir accès à un psychiatre, un psychologue, peu importe, il n'y en a pas, ben c'est quoi tu fais? Tu te rabats sur l'alcool, la drogue, les amis, et peut-être des fois que c'est pas les meilleures sources d'inspiration qu'on peut avoir. Alors c'est là que le NPD, par exemple, propose, vous savez, d'investir dans la santé mentale. Oui, vous allez me dire, c'est des programmes, c'est des juridictions fédérales, provinciales, excusez-moi. Oui, mais encore là, le fédéral verse déjà des milliards de dollars aux provinces en termes de santé. Alors, pourquoi pas faire d'autres négociations, on va en verser un peu plus, mais vous allez devoir inclure des programmes de santé mentale, etc., etc. Alors, c'est vraiment ça, à la base, je vous dirais, le problème des armes à feu, des gangs de rue, des crimes, des groupes criminalisés. Et on parle d'appartenance. Un autre sujet qui rentre là-dedans, c'est l'acceptance ou la non-acceptance, les problèmes raciaux, les problèmes racistes, les problèmes de profilage racial, le problème, par exemple, dans les communautés autochtones. Puis, je ne parle pas juste il faut que tu sois une minorité. Vous savez, on a vu beaucoup de violence de la part de groupes d'extrême droite, souvent des hommes blancs d'un certain âge. Bien, ça aussi, c'est un problème de santé mentale. Il ne faut pas les exclure. Au contraire, il faut s'asseoir puis se dire, mais pourquoi lui, ce jeune-là, ne se sent pas non plus accepté? Oui. C'est pas juste, souvent on entend le concept type, un jeune haïtien noir de Montréal-Nord. Oui, ça existe, mais il y a des problèmes chez tous les jeunes. Il ne faut pas être... c'est pas juste parce que faut pas catégoriser. Tout le monde devrait avoir accès à l'aide de santé mentale. Puis justement, par exemple, si on regarde les chiffres, puis on regarde les documents sortis par, que ce soit l'FBI, la CIA, le plus grand problème puis risque à la société américaine en ce moment, c'est les attaques terroristes des groupes d'extrême droite. On va les appeler comme ça, c'est vraiment des attaques terroristes. Mais il ne faut pas les tasser, ces gens-là non plus. Il faut écouter pourquoi est-ce que ce problème existe.
Ah, problème. Encore là, c'est exactement le même problème, juste d'une autre facette. Problème d'acceptance, problème de valorisation de soi, problème de santé mentale. Alors, c'est là que l'enjeu des armes à feu, etc., rentre encore en compte. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois autochtone, C'est un sujet qui touche tout le monde. c'est un sujet qui touche tout le monde. Et si tu ne te sens pas appartenir à la société, puis tu te sens comme un mouton noir de la société, ben excuse-moi, mais éventuellement, ça risque d'atteindre ta santé mentale, puis ça risque de te forcer à faire des choses que, naturellement, tu ne ferais peut-être pas. Ouais. Monsieur Aliev, le 20 septembre, nous avons rendez-vous à l'histoire. Et pourquoi les citoyens devront donner cette chance-là pour les représenter? Premièrement, comme je le disais, il y a deux facettes au vote. On vote un parti, on vote un candidat, puis on vote une personne. Le candidat étant la personne. Du premier but, c'est voter le parti, le NPD, parce que, comme je l'ai dit avant, là, au Canada, on fait juste flip-flop entre les libéraux, les conservateurs, les libéraux, les conservateurs, les libéraux, les conservateurs, et on se dit toujours, crime, le problème n'est pas réglé, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il y a une très bonne option. La meilleure option, c'est le NPD. Regardez, les plus avancements en catégorie sociale, c'est quand que le NPD était ou dans un support au gouvernement minoritaire ou était à l'opposition, était numéro 2 au gouvernement. Alors, on voyait le plus de changements quand ça arrivait. Les meilleurs programmes sociaux, etc. Et si vous pensez que vous faites partie d'un groupe de bien aisés, de riches, le 3/4 des Canadiens font un salaire en bas de 50 000 $. On s'entend que c'est pas d'eux autres qu'on parle quand on parle de riches, là. Alors, le programme du NPD est adapté pour 99% des Canadiens. Nous, on vise le 1% pour aller les taxer, etc. Puis le 1%, bien désolé, bien, il y a 1% de vote. Pour finaliser cette entrevue, c'est quoi votre projet de rêve pour votre comté ou même en politique? Très bonne question. On avait des publicités là-dessus. Bien, personnellement, vous savez, quand on parle du gouvernement fédéral, quand on parle du NPD, c'est sûr que c'est des projets un peu plus larges, un peu plus gros. On parle pan-canadien. Mais le but d'un député, c'est de représenter sa circonscription. Puis moi, mes parents, ils habitent ici depuis... ça fait au-dessus de 18 ans qu'ils habitent à Laval. Puis mon père, il vient de prendre sa retraite, il disait toujours... Il travaillait au centre-ville, il dit « Crime, je veux pas prendre mon char pour aller au centre-ville. S'il y avait un métro, je le prendrais. » Puis je parle pas juste métro quartier Montmorency. C'est loin d'où est-ce que mes parents habitent, Chemédé. Ils habitent un peu plus loin dans Chemédé, quasiment quasiment sur le bord de la 13. Alors c'est loin quand même. Moi, le projet de rêve serait avec un partenariat provincial, fédéral et municipal, de prolonger la ligne orange de Côte-Vertu quasiment jusqu'au Carrefour Laval. Ça ferait bien plus de business au Carrefour Laval. Et deuxièmement, ça donnerait une valeur naturelle. L'environnement aussi. Environnement, une valeur naturelle aux maisons des gens, etc. Ce ne serait pas une augmentation artificielle. Ça aurait de quoi baser et une qualité de vie bien meilleure. Vous savez, là, ils fabriquent... on a le cégep Montmorency, il y a des campus d'universitaires qui s'en viennent à Laval. On a le temps, on a la place en ce moment. Vous savez, en face du Carrefour Laval, il y a déjà un arrêt d'autobus, un gros arrêt d'autobus. Moi, dans ma tête, là, depuis que j'ai 14-15 ans, je me dis ça, là, cet arrêt-là, ça ferait un arrêt de métro excellent. Je pense que ça fera du bien et Laval est la 3e plus grande ville du Québec. Absolument. D'où la création du comté de Vimy. C'est parce que, justement, la population a augmenté. Elle a augmenté beaucoup plus vite qu'anticipé. Alors, c'est bon. Si on crée un nouveau comté avec 120 000 nouveaux habitants. Fait que le métro, ça serait mon projet de rêve. Je sais que je ne suis pas maire de Laval ou de Montréal, mais ça prend un partenariat des 3 échelons. Et pour réaliser ces grands projets. Exactement. Et qui travaille le mieux pour ces projets-là? Bien, c'est le député local. Député local qui a grandi ici,
qui est allé à l'école secondaire du quartier, qui a joint une unité de l'armée du quartier que les unités de réserve, historiquement et même jusqu'à aujourd'hui, composent les gens du quartier même. C'était ça le but de la réserve. C'était avoir une défense quartier, avoir une défense régionale, pas juste nationale. Alors, oui, en tant qu'un gars du quartier, c'est un projet que j'adorerais voir. Je vous le souhaite et je le souhaite aussi aux citoyens de Laval, de Vimy. Et M. Massif Aliev, un gros merci. Merci d'avoir encore accepté cette invitation. Et pour les gens qui aimeraient ça, vous voter le 20 septembre, est-ce que c'est possible de donner les informations, comment on peut vous rejoindre ou à quel bureau aussi on peut aller voter? Absolument. C'est très facile. Si vous n'avez pas reçu une carte d'électeur avec toutes les informations dessus, vous pouvez vous enregistrer à n'importe quel moment. Vous allez juste aller à élection.ca. Vous allez trouver l'information de tout ce qui est vote. Ensuite de ça, très facile, si vous voulez venir me rejoindre, me contacter par Facebook, vassif.aliev.npd. Vous allez juste mettre ça dans Google ou dans Facebook Search. Vous allez me trouver comme ça. Et ensuite de là, vous pouvez m'envoyer des messages. Moi ou mon équipe va vous répondre quand même assez vite. Si vous voulez faire un don, c'est toujours bienvenu. Encore là, vassif.aliev@npd. Et aussi, si vous voulez être bénévole pour l'NPD ou pour un candidat particulier, que ce soit moi ou un autre dans votre région locale, toujours bienvenenu. C'est parfait. Un gros merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Puis je vous félicite sur votre station. Je pense que vous venez de la commencer il n'y a pas si longtemps. Alors, espérons que ça augmente. Puis moi, je vais vous écouter. Merci beaucoup. Et on dit un gros merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui écoutaient cette belle émission. On vous donne rendez-vous pour une autre émission. N'oubliez pas, votre rendez-vous, c'est le 20 septembre pour les élections fédérales et le 7 novembre municipal. Sous ça, on vous dit de passer une bonne fin de soirée. À tous les électeurs, candidats et partis politiques, restez connectés sur Grove Station Canada pour toutes les dernières informations sur les élections municipales du 7 novembre et les élections fédérales du 20 septembre. N'oubliez pas, votre bulletin de vote, c'est votre droit de parole. Débat, opinion, toute l'actualité sur Grove Station Canada. Grove Station Canada TV, le chemin de l'information. Vous suivez Grove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité. Ça se passe ici. Grove Station Canada, le chemin de l'information.